Je suis Christian Page. Lorsque les croyances dans le surnaturel dérapent, les conséquences peuvent être mortelles. Bienvenue dans Crimes occultes. Nous sommes à Oklahoma City le 8 mars 1986. Il est 8h42 très précisément. Au secours! Appelez une ambulance! Appelez la police! Il y a du sang partout! Ralph Stoner s'apprête à monter dans sa voiture lorsque ces cris attirent son attention. De l'autre côté de la rue, un adolescent court dans tous les sens. Il est affolé. Stoner s'avance de quelques pas. « Que se passe-t-il? » crie-t-il. « Appelez la police! Mes parents ont été blessés! » répond l'adolescent. Quelques minutes plus tard, 2 autopatrouilles arrivent au 7139, au nord-ouest de la 115e rue, un jumelé, situé dans le quartier nord-est d'Oklahoma City. Les agents sont accueillis par un adolescent de 16 ans, Sean Sellers. L'adolescent raconte qu'il a passé la nuit chez un copain, Richard Howard, qui l'attend de l'autre côté de la rue dans une voiture avec sa petite amie, Tracy, et qu'en rentrant à la maison, il a trouvé sa mère, Vonda, et son beau-père, Paul Lee Bellofato, dans leur lit, couverts de sang. Il a demandé à un voisin d'appeler la police. Vers 9h30, l'agent Ron Mitchell, de l'unité des crimes contre la personne, arrive sur place. La maison grouille de monde. Policiers en uniforme, médecins légistes et autres experts en scène de crime. Mitchell visite toutes les pièces. D'abord, la chambre des Bellofato. Les corps sont toujours dans la position où ils ont été trouvés. Le détective en déduit que les victimes ont été abattues alors qu'elles dormaient. Les tiroirs des bureaux sont ouverts et des objets personnels traînent sur le sol. À première vue, on dirait un cambriolage qui a mal tourné. Mais Mitchell n'y croit qu'à moitié. Il y a sur les bureaux des objets, montres, bijoux et portefeuilles avec des cartes de crédit qu'un voleur aurait certainement emporté avec lui. Le détective pense plutôt à une mise en scène. Dans la cuisine, la porte vitrée est entr'ouverte. Il n'y a aucune marque d'effraction. De surcroît, le bâton de bois qui sert de barre de sécurité a été enlevé et placé debout près de la porte. Cela n'a pu se faire que de l'intérieur. Dans une chambre au bout du corridor, sans doute celle du fils Bellofato, se dit l'agent Mitchell, il y a toutes sortes d'objets de culte et, sur une étagère, des livres sur la magie noire, l'occultisme et le satanisme. « Comment s'appelle encore le fils Bellofato? » demande l'agent Mitchell à un policier qui se tient à l'entrée de la chambre. « Sean Sellers », répond l'agent. « Il est en fait le beau-fils de la victime. » Sean Sellers. Je pense que ce monsieur en sait beaucoup plus sur ce crime qu'il ne veut bien le dire. Ajoute à haute voix le détective Mitchell. Sean Richard Sellers naît le 18 mai 1969 à Corcoran, en Californie. Il est le fils de Rick Sellers et de Vonda Blackwell. L'adolescente n'a que 15 ans lorsqu'elle apprend qu'elle est enceinte. Rick et Vonda se marient, un peu forcés, espérant donner à leur fils un environnement stable. Hélas, l'union ne dure pas, en grande partie à cause des problèmes d'alcool de Rick. Cette rupture n'a rien pour aider le tempérament volatile de Vonda, qui a souvent recours au châtiment corporel pour élever son fils. En 1972, Sean et Vonda déménagent en Oklahoma, où vit le père de Vonda, Jim Blackwell. Quelques mois plus tard, Vonda fait la connaissance d'un ancien béret vert recyclé en camionneur, Paul Bellofato. Ils se marient en 1977. Pour pallier les absences de son amoureux, Vonda décide de l'accompagner sur les routes. Elle confie son fils à son père. Pour Sean, ces séparations quasi hebdomadaires sont difficiles à vivre. Chaque fois que sa mère doit repartir, il s'enferme dans la salle de bain et pleure des heures durant. À l'école, sa situation familiale est embarrassante.
Sean doit expliquer à ses camarades pourquoi il porte le nom de Sellers alors que son père s'appelle Belofato et qu'il vit chez son grand-père, un Blackwell. Pour un enfant de 7 ans, ces patronymes ne font qu'ajouter à sa confusion. De fait, il préfère la compagnie des animaux qu'il trouve moins compliquée. Il rêve de devenir vétérinaire. À 8 ans, Sean est déraciné une fois de plus. Ses parents l'amènent vivre à Los Angeles, en Californie. Tous les trois vivent avec d'autres membres de la famille dans un édifice à logement où il n'est pas censé y avoir d'enfants. Sean doit donc se faire discret pour éviter les ennuis. Cette famille élargie est continuellement sur son dos. Dans cette promiscuité, l'un de ses oncles le force à lui faire des fellations. Après quelques semaines, sans en connaître la véritable raison, Vonda réalise que son fils n'est pas heureux et le renvoie chez son grand-père en Oklahoma. Ce n'est qu'un interlude. Vonda et Paul ont la bougeotte. Ils déménagent presque chaque année et, avec eux, Sean, qui se retrouve invariablement dans d'autres écoles, où il doit se réadapter et se faire de nouveaux amis. Si l'école est hostile, la maison ne lui offre guère plus de sérénité. Vonda est violente et au moindre écart de conduite, elle le frappe avec des ceintures, des brosses ou des cuillères en bois. Sean en vient à croire qu'il est un bon à rien et que ses parents le détestent, qu'il est un fardeau. C'est à cette époque, vers l'âge de 12 ans, que Vonda l'initie à la marijuana. Elle, qui fume régulièrement de l'herbe, considère que cette activité est sans danger. Elle préfère voir son fils fumer du cannabis que la cigarette. Mais pour Sean, l'un ne va pas sans l'autre. En 1982, Sean fête ses 13 ans. Il s'intéresse au football, aux bandes dessinées et aux arts martiaux, en particulier au ninjitsu, l'art des ninjas, et au jeu de rôle Dungeons & Dragons. Ses intérêts l'amènent à explorer l'univers du fantastique et, ultimement, de l'occultisme. Tout ce qui a trait de près ou de loin aux sciences occultes le fascine. L'astrologie, les voyages astraux, la sorcellerie et, surtout, le satanisme. Il faut dire que Sean est un garçon en colère. Il en veut au monde entier et à Dieu. Surtout à Dieu. À cette même époque, Sean fait la rencontre d'une adolescente. C'est son premier baiser, son premier amour. L'idylle ne dure pas. Après de courtes fréquentations, la jeune femme le laisse tomber. Sean a davantage l'impression d'être un paria. Un soir, dans la solitude de sa chambre, il prend une carabine de calibre 12, il s'agit en fait de l'arme de Paul Belofato, la démonte soigneusement, en huile toutes les pièces mécaniques et la recharge à bloc. Il place le canon contre son menton et ses doigts sur la détente. Il s'interroge sur ce que les gens diront de lui après sa mort. Que diront ses parents? Sean se ravise. Il téléphone à un ami à qui il se confie. La discussion tourne à la beuverie. Son suicide attendra. La famille déménage de nouveau, cette fois à Greeley, au Colorado. Sean rejoint les cadets de l'air, la Civil Air Patrol, et monte rapidement les échelons. Il est nommé Cadet Commander. Pour l'une des toutes premières fois de sa vie, il a un sentiment d'appartenance. Il aime cette fraternité. Il sait néanmoins que cela ne durera pas. Dès que le goût du changement reprendra à Vonda et à Paul, il pourra dire adieu à sa nouvelle famille. C'est à Greeley que Sean Sellers fait ses débuts dans le monde des ténèbres. Je suis Christian Page. Bienvenue dans Crimes occultes. Dans la région, 2 endroits sont alors bien connus des autorités. À Calim, un peu à l'ouest de Greeley,
Les policiers ont été informés que des jeunes se donnaient rendez-vous dans un vieux bâtiment abandonné pour s'y livrer à des rituels sataniques. Des patrouilleurs ont d'ailleurs trouvé sur place, baptisés The Witch, la sorcière, des animaux écorchés et des restes de bougies consumées. Il y avait aussi des dessins représentant des pentagrammes inversés, le chiffre 666, le nombre de la bête, et des graffitis faisant l'apologie du diable. À quelques kilomètres de là, dans le quartier est de Greeley, on raconte qu'une vieille ferme serait également utilisée pour des soirées occultes. Là encore, les murs sont couverts de dessins et de graffitis témoignant de ces rencontres clandestines. C'est dans cette ferme, à l'automne de 1983, que Sean Sellers se retrouve avec d'autres jeunes adeptes des sciences occultes. Il est convié à une cérémonie durant laquelle un officiant lui demande de s'entailler un doigt. Le maître lui dit qu'il doit recueillir son sang dans une coupe et le boire. Sean s'exécute au milieu des participants qui murmurent des incantations inintelligibles. Certes, cette participation ne fait pas de lui un initié, loin de là, mais ce premier contact lui révèle un autre Sean Sellers, un alter ego qui se réveille et qui va bientôt le consumer. Les mois passent et Sean regroupe autour de lui des adolescents intéressés par l'occultisme. Il y a son meilleur ami, Solad Muldani, Tracy et Laurie, deux étudiantes de l'école secondaire, John Evans Jr., et Dutch, un garçon plutôt enveloppé. Il se gave de cet occultisme populaire, celui des magazines et des livres bon marché. À l'été de 1984, la bande se retrouve dans ces mêmes locaux abandonnés où, 9 mois plus tôt, Sean s'est révélé à lui-même. L'adolescent s'improvise grand prêtre et baptise tour à tour ses amis dans une cérémonie qu'on croirait sortie d'un film de série B. Tout y est. Les tuniques noires, le calice, les bougies, les croix inversées et l'incontournable stylet. Ils forment maintenant une confrérie de satanistes. Ce même été, Sean est arrêté alors qu'il tente de dérober un rouleau de tissu noir pour fabriquer des tuniques et des draperies sataniques. Il est conduit au poste de la police de Greeley. Penaud, il avoue son larcin, mais jure qu'il ne s'agissait que d'un défi entre copains. Il a compris la leçon, dit-il. Les agents le croient et, comme c'est sa première offense, ils acceptent de le relaxer sans autre conséquence. On informe sa famille et les policiers lui rappellent qu'ils seront beaucoup moins tolérants devant une récidive. Automne 1984. Les Bellofato sont de retour en Oklahoma. Sean renoue avec ses anciens amis, dont Richard Howard, un copain d'enfance. Mais Sean n'est plus tout à fait le même. Il porte les cheveux longs, consomme toutes sortes de drogues, de la marijuana aux méthamphétamines, et se balade avec des couteaux de combat. Il se donne des allures de dur à cuire, et il aime ça. Son intérêt pour l'occultisme le met rapidement en contact avec de jeunes marginaux plus allumés les uns que les autres. L'un d'eux, une jeune femme qui se fait appeler Gleason, l'initie aux incantations diaboliques. Jusque-là, Sean s'était contenté de prier le maître des enfers, mais toujours à sens unique. Les conseils de Gleason le guident encore plus loin dans l'occultisme. Sean racontera plus tard sa première rencontre avec l'ange déchu. Gleason m'a dit que la première étape consistait à prier Satan. Elle m'a alors donné une incantation spéciale à prononcer pour appeler les forces infernales. Sur les indications de Gleason, je me suis déshabillé et étendu sur le dos. Je répétais l'incantation de Gleason. « Satan, je t'implore d'écouter mon appel. Je souhaite être à ton service. » J'ai senti ma chambre devenir froide. Je sentais la présence d'une force diabolique. J'ai senti mon pouls s'accélérer, mes veines se gonfler. J'ai eu une érection et j'éprouvais une sensation de lévitation.
quelque chose m'avait touché. Mes yeux se sont ouverts et je ne voyais que des points de lumière tellement je les avais fermés fort. Là encore, j'ai senti quelque chose me toucher. J'ai refermé les yeux et, encore une fois, j'ai senti qu'on me touchait. J'étais à la fois terrifié et excité. J'avais l'impression que des griffes aussi froides que de la glace caressaient mon corps. J'étais envahi par un plaisir érotique. Puis une voix m'a soufflé à l'oreille. « Je t'aime. » J'ai continué à prier, disant à Satan que j'acceptais de le servir. Une à une, les griffes ont cessé de me toucher et mon pouls est retombé. Je me suis relevé. J'étais épuisé et choqué. Je n'arrivais pas à y croire. Je n'avais pris aucune drogue, pas même fumé un joint. C'était incroyable. Et je savais que tout cela était vrai. J'avais trouvé ce que je cherchais. Avec 8 autres jeunes, Sean forme un couvent satanique. Ces adorateurs du diable se réunissent certaines nuits dans une ferme abandonnée et pratiquent des rituels étranges. Ils rendent gloire au maître des enfers et urinent et défèquent sur la Bible. Lors d'une cérémonie, Sean a l'impression d'être envahi par une entité invisible. Une voix lui souffle à l'oreille « Ezrat », son nom de disciple de Satan. Son goût du macabre va de pair avec son intérêt pour le satanisme. Ses lectures confirment ce qu'il ressent au plus profond de son être. Tous ses intérêts se rejoignent dans l'invisible. Le ninjutsu, la musique heavy metal et même le jeu de Dungeons and Dragons. Toutes ces expressions ne sont que les rouages d'un grand dessein occulte dont Satan est l'architecte et lui, Sean Sellers, son disciple. Il boit du sang, le sien ou celui de ses amis, et se balade avec une fiole d'hémoglobine autour du cou, comme s'il s'agissait d'un talisman. Il transgresse les commandements. Il vole, ment et blasphème. Pour être un sataniste accompli, il se doit de transgresser un dernier commandement. Tu ne tueras point. Sean Sellers, alias Ezrat, est déterminé à aller jusqu'au bout de sa foi. L'adolescent perd de plus en plus contact avec la réalité. Il transcrit dans un journal, son grimoire comme il l'appelle, ses incantations sataniques. Il consomme des quantités impressionnantes d'alcool, d'amphétamine et de marijuana. Ces cocktails le rendent insomniaque. Dans des états presque hypnotiques, il multiplie ses rituels, seul ou avec ses condisciples. Il traverse des périodes d'absence où il ne se rappelle de rien. Il se croit possédé. Au début du mois de septembre 1985, Sean confie à son ami Richard Howard qu'il aimerait bien tuer quelqu'un pour le feeling. Mais encore faut-il trouver la bonne victime. Il pense à une ancienne copine de Richard. Ensemble, ils pourraient la kidnapper et la garder prisonnière pendant des jours pour la torturer et la violer. Au final, il l'amputerait des seins et lui trancherait la gorge. Pourquoi pas? Sean pense aussi à Robert Bauer, le commis de soir au dépanneur Circle K. Quelques semaines plus tôt, Bauer a refusé de vendre de la bière à Richard, prétextant qu'il n'avait pas l'âge requis. Il a également fait des réflexions désobligeantes à Tracy, la petite amie de Richard, venue acheter des tampons sanitaires. Après réflexion, Sean conclut que Bauer est un minable et cela le désigne comme le candidat idéal. Le 8 septembre, en début de soirée, Sean et Richard se rendent chez le grand-père Blackwell à Piedmont, au nord-est d'Oklahoma City. Sean profite de cette visite éclair pour dérober le revolver Magnum de calibre .357 que le vieil homme garde dans un étui dans sa chambre. Les jeunes remontent en voiture et roulent jusqu'au Circle K. Le dépanneur se trouve à l'angle nord-ouest de la 122e rue
et de la rue Council Nord, un endroit isolé entre Piedmont et Oklahoma City. Ils entrent dans le commerce et discutent un long moment avec Robert Bauer. Ils plaisantent et parlent de filles et de mécanique. À la blague, Sean lui demande si cela ne l'inquiète pas de travailler dans un commerce où il n'y a aucune caméra de sécurité. Le commis se montre amical, comme s'il avait oublié l'incident de la bière survenu 1 mois plus tôt. Soudain, Sean sort le revolver et lui braque sous le nez. Comme il appuie sur la détente, le commis penche la tête, évitant de justesse la balle qui se loge dans le présentoir derrière lui. L'homme de 36 ans tente de fuir. Il ramasse au passage son coupe-vent et l'agite devant son agresseur, comme pour le distraire. Sean fait feu une 2e fois. Le projectile effleure l'employé derrière la nuque. Bauer se dirige vers l'arrière du magasin où Richard Howard se dresse devant lui. L'employé change de direction, mais glisse sur le carrelage maculé de son sang qui tombe à grosses gouttes. Sean se penche et lui tire une balle dans la tête. Les adolescents remontent en voiture et disparaissent dans la nuit. Ils roulent au hasard, survoltés par leurs actions. Ils ont l'impression de ne plus être des humains, qu'ils sont plutôt des êtres surnaturels, dénués de remords et d'humanité. Les servants de Satan. Le lendemain, ils retournent chez le grand-père où, en catimini, il replace l'arme dans son étui. Ni vu, ni connu. La frénésie du crime est pour Sean une révélation. Il a trouvé sa voie. Il multiplie ses rituels occultes. Dans sa chambre, il érige un autel artisanal où, presque chaque soir, il communie avec Satan. Il est entièrement fondu dans son personnage des Urates. Il est le christianisme et se fixe pour objectif de l'éradiquer, rien de moins. Pendant ce temps, l'enquête sur le meurtre de Robert Bauer reste au point mort. La police parle d'un braquage avorté. Un voyou aurait voulu s'en prendre au tiroir-caisse et aurait abattu le commis parce qu'il tentait de s'interposer. Dans la panique, le malfrat aurait fui sans emporter quoi que ce soit. Le fait d'échapper ainsi à la justice donne à Sean un sentiment de toute puissance. Il se sent invincible. L'adolescent est déterminé à faire sa loi. Il sera à présent le maître de son destin. À cette époque, Sean étudie à la Putnam City North High School d'Oklahoma City, à 2 rues de chez lui. Le soir, il travaille dans une pizzeria où travaille également sa mère, et les fins de semaine, il occupe un emploi de videur chez Scully's, un nightclub pour adolescents. C'est là d'ailleurs qu'il fait la connaissance d'Angel, une adolescente de 15 ans. Les jeunes tombent amoureux au premier regard. Outre le satanisme, Sean a maintenant une nouvelle raison d'être, Angel. Le charme de la jeune fille opère moins bien avec ses parents. Paul et Vonda ne voient en elle qu'une jeune marginale, paumée et sans avenir. Angel a décroché de l'école à 14 ans. « Ce n'est qu'une salope et une petite putain », répète sans cesse Vonda. Elle interdit à son fils de la fréquenter, prétextant qu'elle a une mauvaise influence sur lui. Le fossé s'élargit entre Sean et sa famille. Il n'a Dieu que pour Angel, et le reste du monde est contre lui. Sa mère le frappe et menace de l'envoyer vivre avec son père biologique en Californie. Pour Sean, l'idée d'être séparé d'Angel est insupportable. Il déteste sa mère et voudrait la voir morte. Il a de plus en plus souvent l'impression qu'une autre volonté, celle des Urates, se substitue ou se superpose à la sienne. Au début de 1986, victime encore une fois des réprimandes de Vonda au sujet de sa petite amie, Sean se dit qu'il n'a d'autre choix que de la tuer s'il souhaite retrouver la quiétude. À plusieurs reprises, il verse des doses plus ou moins importantes de poison à rats dans son café, mais c'est sans effet. S'il souhaite se débarrasser de cet obstacle, il devra prendre les grands moyens. À la fin du mois de février, pour son cours d'anglais,
Sean rédige un essai dans lequel il écrit que le satanisme a fait de lui une meilleure personne. « Je suis libre, je pourrais tuer sans remords », écrit-il. Il exprime tout son mal de vivre et le sentiment de rejet qu'il ressent. En prenant connaissance de sa prose, son professeur téléphone à Vonda et lui exprime son inquiétude. Vonda est atterrée. Elle n'aurait jamais cru que le ressentiment de Sean aurait pu être aussi profond. Elle sait aliéner son fils et craint maintenant qu'il soit trop tard. Ce jour-là, elle écrit une longue lettre de 6 pages. « Je t'ai toujours aimé, et je serai toujours là pour toi jusqu'au jour de ma mort. » L'adolescent ne lira jamais cette lettre. Le 4 mars, au retour de l'école, Sean se glisse dans la chambre de ses parents et se saisit du revolver Smith & Wesson de calibre 44 que Paul garde dans un tiroir à portée de la main. L'arme est chargée à bloc. Il la dissimule dans sa propre chambre et se rend à la pizzeria où il doit travailler quelques heures. À 22h30, il retourne à la maison. Vonda et Paul sont déjà au lit. Discrètement, il fait un rituel et rend gloire à Satan pour ce qu'il s'apprête à faire. Un peu après minuit, il se déshabille et, ne portant pour tout vêtement qu'un slip noir, il récupère le revolver et marche résolument vers la chambre de ses parents. Le couple dort profondément. Sur la pointe des pieds, Sean se place du côté de Paul, étendu sur le ventre, comme sa mère d'ailleurs. Il lève le revolver, qui n'est plus qu'à quelques centimètres derrière la tête de son beau-père, et il appuie sur la détente. Le coup est si fort que Sean recule d'un pas. Dans un nuage de fumée, il voit sa mère qui, éclaboussée par la cervelle de son mari, relève la tête. L'adolescent tire dans sa direction. La balle l'atteint à la joue. La femme s'affaisse sur son oreiller, mais se redresse aussitôt, cherchant du regard son agresseur. Sean fait feu de nouveau. Le projectile touche Vonda derrière la tête. Elle meurt sur le coup. Pendant un moment, l'assassin reste là à contempler la scène. Puis il rit. Il est satisfait. Il est libre. Après son massacre, Sean prend une douche, s'habille et jette des vêtements de rechange dans un sac à dos. Il y glisse aussi l'arme du crime enveloppée dans une serviette. Il retourne dans la chambre des victimes où il vide des tiroirs sur le sol. Le crime doit ressembler à un cambriolage qui a mal tourné. Dans la cuisine, il retire la barre de sécurité et en trouve la porte vitrée. Tout est parfait. Sean ramasse son sac, monte dans sa camionnette et prend la route de Piedmont. Vers 2 heures du matin, il arrive chez son ami Richard Howard qui vit seul avec sa copine Tracy. Il lui remet le revolver que Richard s'empresse de dissimuler derrière une trappe de ventilation. « C'est quoi ce revolver? Qu'est-ce qui se passe-t-il? » demande son ami. « Je l'ai fait, » répond sans émotion Sean. « J'ai tué mes parents. » Les jeunes passent une partie de la nuit à concocter un plan. Demain, Richard conduira Sean au restaurant où travaille Vonda pour demander une note pour l'école. Sean feindra la surprise en apprenant que sa mère n'est pas au boulot. Ils iront ensuite chez lui où ils trouveront les corps. À l'arrivée des policiers, ils expliqueront qu'ils ont passé la nuit ensemble. Un scénario simple que Sean croit sans faille. L'enquête sur l'assassinat de Vonda et Paul Bellofato est confiée au détective Ron Mitchell de l'unité des crimes contre la personne de la police d'Oklahoma City. Dès le départ, le policier est d'avis que l'assassin est un proche du couple. Quelqu'un qui s'est donné beaucoup de mal pour faire croire un cambriolage. Il commence par interroger le fils de Vonda, Sean Sellers. L'adolescent raconte qu'il a passé la nuit chez son ami Richard Howard. Vers 8 heures, voyant qu'il était en retard pour ses cours, il s'est présenté à la pizzeria où travaille sa mère pour obtenir une note d'excuse pour l'école. Mais les employés lui ont dit que Vonda n'était pas encore arrivé. Il est alors rentré chez lui où il a trouvé les corps.
Pour le détective Mitchell, l'histoire est crédible. Il y a toutefois quelque chose qui agace l'enquêteur. Sean en fait trop. Il ne détourne jamais les yeux, accepte de fournir ses empreintes et collabore sans réserve. L'enquêteur interroge ensuite Richard Howard. Le jeune homme confirme point par point l'histoire de son ami. Pendant que tous ces événements se déroulent à la résidence Bellofato, le directeur de l'école secondaire Putnam fait les 100 pas dans son bureau. L'assassinat du couple s'est répandu dans l'école comme une traînée de poudre. Et il y a de quoi l'inquiéter. Sean est un étudiant étrange et toutes sortes de rumeurs circulent à son sujet. On raconte qu'il appartiendrait à un groupe d'adorateurs du diable. Ces satanistes se livreraient à des rituels bizarres dans une ferme abandonnée à la sortie de la ville. Une autre rumeur l'associe à l'assassinat d'un commis dans un dépanneur Circle K à Piedmont. Et comme si ce n'était pas suffisant, il y a quelques jours, Sean a remis à son professeur d'anglais un essai dans lequel il parle ouvertement de satanisme et de meurtre. En ressassant ces éléments, le principal a de quoi s'inquiéter. Sean aurait-il quelque chose à voir dans l'assassinat des Bellofato? Le directeur téléphone à la police. En début d'après-midi, toujours ce 5 mars 1986, le détective Mitchell se rend à l'école secondaire Putnam. Au poste, on l'a informé que certains professeurs de Sean Sellers souhaitaient s'entretenir avec lui. Ses enseignants lui parlent de l'intérêt de l'adolescent pour le satanisme et des diverses rumeurs qui circulent à son sujet. Ils évoquent le meurtre de Robert Bauer, un meurtre que Sean aurait commis en compagnie de son ami Richard Howard. C'est du moins ce que dit la rumeur. On lui raconte aussi que l'adolescent détestait ses parents et qu'il ne cachait pas son souhait de les voir morts. En quittant l'école, le détective entoure le nom de Sean Sellers dans son calepin. En quelques heures, l'adolescent est passé de témoin à suspect numéro 1. De retour au bureau, il contacte Sean et lui demande de passer au poste pour répondre à des questions de routine. Le jeune est embarrassé. Il dit qu'il n'a rien à ajouter, mais qu'il passera dès le lendemain en fin d'après-midi. Le détective Mitchell téléphone aussi à Richard Howard, l'ami et l'alibi de Sean. À lui aussi, il demande de passer au poste pour un supplément d'informations. Il lui fixe un rendez-vous pour le lendemain. Le 6 mars, vers 14 heures, Richard Howard se présente au poste de la police d'Oklahoma City. Il répète son histoire. Sean a passé la nuit avec lui et le détective Mitchell l'interrompt dans son monologue. Il lui dit que toute cette histoire est du pipeau. « Tu sais bien qui a tué les Bellofato » lui lance le détective. Il ajoute qu'il est également au courant pour le meurtre du Circle K et qu'il serait dans son intérêt de collaborer avec la police. L'adolescent comprend que les jeux sont faits. Il avoue, de l'agression contre Bauer au double meurtre des Bellofato. Dans l'heure qui suit, la police récupère le Smith & Wesson utilisé pour assassiner les Bellofato et le Magnum 357, employé au Circle K. Sean Sellers est arrêté l'après-midi même et formellement accusé des meurtres prémédités de Robert Bauer et de Vonda et Paul Bellofato. En apprenant les accusations qui pèsent contre lui, l'adolescent se met à rire. Je suis Christian Page. Bienvenue dans Crimes occultes. Le procès de Sean Sellers s'ouvre le 24 septembre 1986. Il est jugé devant un tribunal pour adultes. C'est le juge Charles Owen de la Cour du comté d'Oklahoma City qui aura à décider du sort de l'adolescent. Les preuves sont accablantes. Son avocat propose une défense de maladie mentale, expliquant que l'intérêt de son client pour le satanisme est la preuve de sa folie. Qui plus est, Sean Sellers affirme à présent ne plus se rappeler des terribles événements. Il restera d'ailleurs silencieux durant toute la tenue des audiences. Durant le procès, des experts viennent témoigner. Au moment des meurtres, Sean souffrait de problèmes bipolaires.
Il présentait aussi un syndrome de personnalité multiple et était maniaco-dépressif. Mais ces troubles et le satanisme ne sont pas forcément synonymes de folie, martèle le procureur Robert Macy. Il faudra à peine 24 heures au jury pour le déclarer coupable. Le 14 octobre 1986, il est condamné à la peine capitale. Il est aussitôt incarcéré dans le corridor de la mort à la prison d'État de McAllister, en Oklahoma. En cellule, il s'amende. Il renonce à Satan et découvre Dieu. Ce changement de cap est une aubaine pour les fondamentalistes religieux qui voient dans cette conversion une victoire du bien sur le mal. En 1990, il publie une monographie racontant son histoire et sa conversion, Web of Darkness. Il y exprime ses regrets et termine son ouvrage en adressant aux parents une liste de conseils pour éviter d'autres drames comme le sien. Le 4 février 1999, Sean Sellers est conduit dans la chambre d'exécution. Il est sanglé à une table et le bourreau lui injecte un mélange mortel. Il est déclaré mort à minuit 17. Il avait 29 ans. En 1986, Richard Howard, l'ami et complice de Sean Sellers, a été condamné à une peine suspendue de 5 ans de prison pour son rôle dans le meurtre de Robert Bauer. Une sentence clémente en échange de ses aveux et de son témoignage contre Sean Sellers. La mort de Sean Sellers a soulevé une vive controverse. Même Amnesty International s'est inscrite en faux contre cette exécution. Depuis que les États-Unis ont rétabli la peine de mort en 1976, Sean Sellers demeure le seul condamné à avoir été exécuté pour un crime commis en étant mineur. La Cour suprême des États-Unis a statué qu'il était inconstitutionnel de condamner à mort un individu pour un crime commis avant l'âge de 18 ans. En 2011, le cinéaste français David André a réalisé le documentaire « Une peine infinie, l'histoire d'un condamné à mort ». Le film présente les dernières années de Sean Sellers dans le corridor de la mort à la prison de McAllister. Il se veut un vibrant plaidoyer contre la peine de mort. Lorsque les croyances dans le surnaturel dérapent, les conséquences peuvent être mortelles. Je suis Christian Page. Bienvenue dans Crimes occultes.